Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 a le plaisir de recevoir ce samedi les journalistes Mademba Ramatadia. Il est le directeur de publication du quotidien Direct Info. Mademba, bonjour. Bonjour Moustapha. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Merci également à Pape Sané. Pape Sané est le directeur de la rédaction du quotidien Dakar Times. Bonjour Pape. Bonjour Moustapha. Bonjour Mademba. Alors, avec vous, nous allons essayer de revisiter l'actualité de la semaine, une actualité politique certainement, mais qui reste très dramatique avec ce crash d'un hélicoptère de l'armée sénégalaise à Missirah. Le bilan, selon la presse de ce samedi, est passé à 9 morts. Nous allons discuter de cette actualité, mais également parler du cas Karim Wade et de la présidentielle de 2019, mais également de ces Sénégalais tués en Espagne, ce qui a suscité émoi et consternation du côté de la communauté africaine, notamment à Madrid. Mais on commence avec l'actualité de l'école sénégalaise. Si le gouvernement a réussi à arracher un protocole d'accord avec le syndicat autonome des enseignants du supérieur, le SAES, du côté du moyen secondaire notamment, c'est particulièrement difficile avec l'échec des négociations de ce vendredi. Avant d'en débattre, chers confrères, je vous propose de suivre les réactions de Saourou Sène du SAEMS, mais également Abdoulaye Ndoye du CUSEMS. Ils étaient dans les locaux de Walf hier nuit, juste après leur sortie de la rencontre avec le Premier ministre. C'est une déception pour le monde enseignant. Pour la bonne et simple raison que nous avions espéré, en rencontrant le Premier ministre du Sénégal, il y aurait des avancées significatives dans le cadre de nos préoccupations. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Non seulement en ce qui concerne les accords signés, notamment les passerelles professionnelles, les administrateurs scolaires et toutes les autres questions, le Premier ministre lui-même a constaté que le gouvernement n'a pas suffisamment travaillé. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé la tenue de rencontres hebdomadaires que lui-même il va présider. Nous pensons que la question du logement doit être prise en compte dans le cadre des changements qu'il va falloir opérer dans le système de rémunération des agents de la fonction publique sénégalaise. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, le combat va continuer. Le groupe du G6 va se réunir, apprécier la situation et il va sans dire qu'on va déboucher sur un nouveau plan d'action. Mais même s'il y aurait ponction de salaire, parce qu'il y a déjà ponction de salaire pour les professeurs contractuels et les maîtres contractuels, cela a augmenté la détermination des uns et des autres à vraiment vouloir en finir avec ces accords que nous avons signés. La crise a atteint des proportions inquiétantes. C'est devenu une crise profonde et complexe. Nous avions pensé que lorsque le Premier ministre convoque les gens, c'est pour prendre des mesures fortes. Non seulement les gens sont sortis déçus, mais nous avons compris que le gouvernement du Sénégal n'a pas d'ambition pour l'école. Nous allons continuer le combat pour amener le gouvernement à honorer ses engagements, pour satisfaire la revendication relative à l'alignement de l'indemnité de logement, mais pour amener le gouvernement à comprendre que l'école aujourd'hui, l'investissement de l'école est un investissement sûr et durable. Nous ne sommes pas satisfaits, nous l'avons signifié au Premier ministre et nous avons dit également qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale doit comprendre que le Sénégal n'est plus une monarchie, encore moins une oligarchie. Et le temps de l'autoritarisme est dépassé. Et les sanctions, les menaces, les ponctions de salaire sauvages, arbitraires, pour intimider les enseignants ne passeront pas. Et c'est pourquoi je crois que la solution aujourd'hui est entre les mains du président de la République, à l'image du président Alpha Condé, qui a augmenté les salaires de ses enseignants à hauteur de 40%. Nous voulons que le président Macky Sall, comme l'a fait le président Condé, monte au créneau, règle la question de l'alignement, règle les points d'accord, rassure le peuple, les enseignants et les élèves. Je crois que c'est ce que nous, enseignants, nous attendons du président de la République, Macky Sall.
Abdoulaye Ndoye du QCEMS et Saourou Sène du SAEMS au micro de Abdou Khoudoss Diallo sur des images de Mami Kanté. Alors, il le dit, le constat, Pape Sané, je commence avec vous, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dialogue de sourds entre l'État du Sénégal et les enseignants. En tout cas, ceux qui sont dans le groupe des 6 syndicats les plus représentatifs. Alors, les discussions se tournent autour des accords de 2014 que le gouvernement avait jugé réalistes et réalisables. J'ai envie de vous demander comment est né alors, Pape, ce dialogue de sourds. Moustapha, je vais en profiter d'abord pour vous remercier et également saluer mon co-débatteur Mademba. Également saluer les téléspectateurs, les auditeurs de Walfadjri et de Walf FM. En fait, concernant la crise actuelle, surtout le débat suscité autour des différentes parties, que ce soit l'État et les syndicats, moi je crois qu'il faut aller un peu plus loin, c'est-à-dire quand l'actuel président de la République était déjà candidat à la présidentielle. En ce moment, on se rappelle bien qu'il y avait une crise aiguë de l'enseignement et de l'école au niveau du Sénégal. Absolument. Il avait déjà pris l'engagement, lui, en tant que candidat, qu'une fois élu, il allait non seulement faire respecter les accords qui avaient été pris par son prédécesseur, mais qu'à l'avenir, il s'engageait à prendre des engagements, excusez-moi de la répétition, respectables et réalisable. Donc, de 2011-2012, il a été élu président. Et de 2012 à nos jours, aucun de ces accords principaux, parce que quand même, il y a eu quand même sur certains points où ils ont trouvé. Mais sur l'essentiel, sur ce que les enseignants attendent vraiment de l'État, ils ne parviennent pas à trouver un consensus. En fait, c'est ce qui fait que ce dialogue de sourds s'est installé, parce que cela a duré. Et pendant presque 7 ans, l'État a fait la sourde oreille aux cris et pleurs des enseignants, parce que justement, ils étaient considérés comme une partie pas du tout, je ne sais pas comment utiliser le terme, ils étaient pas, en fait, c'était pas une partie congrue de la société sénégalaise qui pouvait leur poser des problèmes. Aujourd'hui, comme je le dis souvent, on est à une année charnière d'une élection. Donc, c'est des moments où tous les syndicats, tous les acteurs sociaux profitent pour se faire entendre et pour voir leurs revendications être respectées, être vraiment tenues. Voilà. Donc, c'est ce qui a amené ce dialogue de sourds. L'État ne veut pas mettre les sommes qu'il faut, tandis que les enseignants, les syndicats comprennent que c'est le moment où jamais il leur faudra avoir ce qu'ils veulent. Autrement, au-delà de 2019, ils n'auront plus rien. Plus rien. Alors, ce qui étonne et surprend dans cette affaire, Mme Bahamatadia, c'est que le gouvernement fait de nouvelles propositions. C'est ce que Saourou Sène a dit tout à l'heure, que les syndicats d'enseignants n'entendent pas accepter du tout. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, Pape Sané l'a rappelé tout à l'heure, revenir faire de nouvelles propositions alors que les revendications, pour l'essentiel, tournent autour des accords de 2014 déjà. Il ne reste qu'à les respecter. Bon, permettez-moi d'abord de saluer mon co-débatteur, Pape Sané, et tous les téléspectateurs et auditeurs de Walfadjri. Bon, s'agissant de cette question, je crois que depuis 2012, la question de l'éducation est là, avec ces crises cycliques. Bon, par rapport à la crise scolaire, je crois que il y a lieu de saluer l'attitude des enseignants qui d'abord en 2014, avec l'appel des khalifes généraux que sont Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et Serigne Abdou Aziz Sy, qui leur avait demandé de faire une année sans grève. Ils l'ont fait, ils l'ont refait encore en 2017. Donc, ils ont répondu à l'appel de ces khalifes disparus aujourd'hui. Donc, c'est dire qu'ils avaient fait preuve d'une bonne volonté. On a l'habitude d'entendre le président Macky Sall dire on est dans le temps de l'action. Oui. C'est une formule généreuse. Mais cette formule généreuse n'a de valeur qu'à partir du moment où elle est concrétisée.
on est dans le temps de l'action, il y a des engagements qui ont été pris. Il appartient maintenant à ceux qui les avaient pris de les réaliser. Donc c'est là où le bas blesse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pouvoir qui a des ressources financières et qui a des priorités à satisfaire ne puisse pas arriver à faire en sorte que les enseignants, les revendications soient réglées. Donc c'est ça la première question. On n'est pas à des questions nouvelles. C'est des questions anciennes, qu'il faut satisfaire. C'est quoi sur ce dispositif, l'État doit faire des pas qualitatifs. Bon, maintenant, par rapport aux revendications actuelles, on achoppe sur la question de l'indemnité de logement. L'État et les enseignants ne sont pas d'accord sur le montant alloué. Donc tout ça, c'est dire que, on se rappelle, en 2004, le président Abdoulaye Wade avait modifié la loi sur l'éducation nationale pour dire que désormais, tous les élèves de 6 à 16 ans doivent être obligatoirement inscrits dans l'école. Donc, par rapport à ça, c'est un droit pour les enfants qu'il faut respecter. Autrement aussi, c'est un droit constitutionnel parce que l'éducation est consacrée. Est un acte consacré constitutionnellement. Donc, et puis, dans tout ça, à qui incombe l'éducation? L'éducation, seul l'État est débiteur de l'éducation nationale. Par conséquent, il lui appartient de faire en sorte que de réunir toutes les conditions pour que l'école sénégalaise, notamment l'école publique, soit de qualité, quoi. D'accord. Alors, si l'État refuse de donner Pape Sané ce qu'il avait promis déjà en 2014, les enseignants le rappellent très souvent, quand le ministre Mansour Sy est allé aux négociations, le chef de l'État l'avait convoqué pour lui demander de ne signer que des accords réalistes et réalisables. Aujourd'hui, si l'État refuse donc de donner ce qu'il avait promis en 2014, est-ce que cela ne donne pas raison, Pape Sané, à ceux qui soutiennent qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal a un problème de liquidité, pour parler de manière très simple? Absolument, on serait censé de le dire, parce qu'au-delà même des enseignants, au-delà des engagements qui avaient été pris pour, au niveau des différents syndicats d'enseignants, c'est la même chose un peu partout. Donc ceux qui agitent cette banqueroute, entre guillemets, de l'État. Non, c'est carrément une banqueroute, il ne faut même pas parler de problème de sous, parce que quand un État va jusqu'à lever des fonds, non pas pour investir, mais pour payer une dette, ça pose vraiment un problème de crédibilité de cette économie-là. Parce que en fait, moi je sais ce que je sais de l'économie, même si je ne suis pas un féru de l'économie. Ce que je sais que dans les États, on ne lève pas des fonds aussi importants pour rembourser des dettes. Ils disent que c'est pour rembourser les dettes de 2011, c'est du temps de Wade déjà, mais également financer, compléter le financement du budget, voilà. Oui, mais attendez. Vous savez, Moussa, quand on vote un budget, le budget, c'est à partir de nos ressources propres. Absolument. Ces ressources, ce sont ces ressources qui sont destinées à assurer les dépenses réelles de l'État du Sénégal. Bon, maintenant les dettes, je crois que c'est destiné à des investissements lourds et costauds. Mais je ne pense pas que ce soit adéquat d'emprunter pour payer une dette. C'est-à-dire ça discrédite même notre économie. Bon, c'est vrai qu'on peut le dire qu'on a une signature qui est encore valable, qui est encore sollicitée un peu partout, mais cette signature, il faut que ces techniciens du ministère des Finances rappellent aux Sénégalais qu'en empruntant, par exemple, ces eurobonds-là, en fait, ils ne font que... autour du rêve, on a fait tellement de bruit. Justement, ils ne font que payer des intérêts. Hein. On ne paye pas la dette réelle. Parce que la dette réelle, parce que sur l'un des eurobonds de 30 ans, en fait, pendant 30 ans, on n'aura qu'à payer des intérêts. Pas la dette réelle. La dette en tant que telle n'est pas payée. Non, ce n'est pas la dette qui est payée. Ce sont les intérêts qui sont payés. Là, en empruntant pour payer la dette, ce n'est pas la dette qu'on paye. On ne rembourse pas sur la dette, on rembourse sur les intérêts de la dette. Pape Sané, vous êtes d'accord avec Idriss Seck quand il dit, par exemple, que la signature du Sénégal permet d'avoir tout ce qu'on veut, parce que c'est une bonne signature, mais le problème c'est que ceux qui nous empruntent sont pressés ceux qui nous prêtent sont pressés de nous prêter parce que simplement ils le disent, je mets des guillemets, c'est Idriss Seck qui le dit comme ça, ils ont un gaka en face d'eux. Bon, je ne dirais pas un gaka, mais je dirais carrément que on les a
ces bailleurs ont une facilité ici au Sénégal qu'ils n'ont pas ailleurs dans les autres pays de la... Ils appliquent des taux d'intérêt qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Oui, ils peuvent l'avoir qu'au Sénégal. Parce que vous allez, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont fait il y a 3-4 jours un eurobond, mais vous le comparez à ce que nous avons, vraiment vous vous dites que nous, nos financiers ou nos économistes, je crois qu'ils n'ont aucun respect pour la postérité voilà. C'est un sérieux problème. Pourtant, c'est le moment choisi, Madame Bahamata, par le chef de l'État, Macky Sall, pour annoncer la construction d'un palais bis à Diamniadio. En plus des milliards engloutis dans le fameux TER, le train express régional, le fameux marché des lampadaires dont on parle encore jusqu'en Europe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est-à-dire que là, il évoque un problème de liquidité. Au même moment, l'État s'engage dans des chantiers qui coûtent excessivement cher. Bon, cela pose réellement problème parce qu'on se demande si cela constitue une priorité, la construction d'un nouveau palais, au moment où partout dans les secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, les collectivités locales, les entreprises sont pratiquement à genoux. Il y a aussi, tout le monde râle, ça veut dire qu'il y a des problèmes un peu partout. Et si on priorise la construction d'un palais ou de lampadaires, etc., cela pose vraiment problème pour nous. Et on se demande si l'État regarde sur les priorités ou pas. Maintenant, ce qui est important pour nous de souligner, c'est que la vocation première d'un État, c'est de procurer le bonheur à ses mandants. Par conséquent, je crois que sur ce registre précis, il y a lieu de réorienter les investissements. Parce que quand on fait des investissements de prestige, ça ne nous renvoie à rien. Même le FMI a eu à souligner que l'investissement sur la terre ne paraît pas pertinent. Donc tout ceci montre que quelque part, on a l'impression qu'on se trompe de cible et de priorité. Par conséquent, il y a lieu de rectifier et de faire en sorte que les masses laborieuses qui sont là, qui souffrent quotidiennement, ne fassent pas le deuil de leurs espérances et continuent à vivre décemment. Mais par conséquent, il faudrait réajuster les priorités. Pape Saré, vous me le disiez tout à l'heure, vous rentrez d'un voyage au sud du pays. Quand on regarde ce qui se passe notamment dans le monde rural, on voit, on mesure les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés. Ici à Dakar, quand vous faites un tour dans les hôpitaux publics, vous vous dites dans quel pays sommes-nous? Il n'y a absolument rien pour prendre en charge la santé des populations. Une machine de radiothérapie est en panne de, je ne sais pas depuis combien de mois on promet de nouvelles machines. Jusqu'ici, on ne sait pas comment ça se passe. Au même moment, l'école est en grève. On s'achemine beaucoup, le craignent en tout cas, vers une année blanche, si ça continue comme ça. Est-ce que cela ne pose pas, comme le disait Madame tout à l'heure, un problème de priorité de ce gouvernement de Macky Sall? Vous savez, je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Madame. Effectivement, il se pose un sérieux problème de priorité. Et il faut comprendre actuellement la position de ce gouvernement qui, comme je le dis, est à quelques mois d'une élection présidentielle, pense que tous les actes à poser devraient être des actes de simple politique politicienne. C'est-à-dire, en fait, les gens se sont assis sur les priorités des Sénégalais pour mettre en avant eux. Faire du tape à l'œil, regarder ce que nous avons fait. Voilà, justement. C'est vrai que vous imaginez un peu la dette intérieure, c'est-à-dire les entreprises sénégalaises qui recrutent, qui payent des impôts, qui font vivre l'économie sénégalaise. Ces entreprises, l'État leur doit plus de 500 milliards. On va aller emprunter de l'argent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Mais ce n'est pas pour solder ce qu'on doit à ces entrepreneurs, mais c'est pour solder une dette qu'on a levée un peu partout dans le monde. Le reste de cet emprunt va servir à des investissements de prestige, comme vous dites, c'est-à-dire certainement au nouveau palais, c'est-à-dire peut-être le complément du terre, c'est-à-dire d'autres trucs que peut-être nous ne maîtrisons pas. Les lampadaires solaires, voilà, pour éclairer. Oui. Mais attendez, je crois que, comme l'a dit Mademba tout à l'heure, la mission d'un État, la mission d'un gouvernement, c'est de satisfaire les besoins, surtout les besoins primaires d'une population. Moi, je viens du Sud, comme vous l'avez dit, mais vous ne pouvez pas savoir
combien les gens sont éprouvés. Vous allez dans les îles Caron, c'est-à-dire dans la commune de Kafountine, les gens n'ont même pas d'eau. Je vous dis, de l'eau potable, les gens n'en ont pas. À Casamance. Ben oui, les gens n'en ont pas. Pour se déplacer d'une île à la terre ferme, c'est-à-dire au quai de pêche de Kafountine, vous voyez le type de pirogue que ces gens utilisent. Donc si demain on m'appelait pour me dire qu'il y a une pirogue qui a chaviré, je ne serais pas du tout étonné. C'est-à-dire, apparemment, rien ne semble, rien n'a été décidé pour essayer de venir en appoint à ces populations. Vous allez un peu dans le Podor, il y a moins de 2 mois, c'est le chef de l'État en personne qui a sorti 1 milliard pour aider, pour faire face à la famine. Ouais. Et quelques jours après, on nous dit qu'un responsable politique du parti au pouvoir est allé organiser un concert à plusieurs dizaines de millions. Absolument. Vous voyez un peu ce que ça fait. C'est-à-dire que ces gens ne s'occupent plus de notre priorité. Ils s'occupent, eux, de leur probable réélection. Et ça, c'est la population qui va en pâtir. Parce que tant qu'on ne sera pas à février 2019, tous les actes que ces gens poseront, ce seront des actes de pure politique politicienne. Est-ce qu'on ne cherche pas là à, je m'excuse de le dire comme ça, à affamer un peu les populations et puis leur jeter de l'argent le moment venu? Comme on est avec des adeptes de Machiavel, ça ne m'étonnerait pas. Ça se pourrait, hein? Comme cela a été le cas avec les anciens gouvernants. Les anciens gouvernements qui ont eu à pratiquer ce genre de choses, affamés, et en fait, voilà. Au moment des élections, on sort de l'argent, voilà. Alors, en Guinée, pour reparler de l'éducation, c'est Alpha Condé qui s'est finalement personnellement impliqué dans la crise. Abdoulaye Ndoye le rappelait tout à l'heure, en acceptant une augmentation de 40% des salaires des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sénégalais interpellent directement Macky Sall, parce que quand il y a eu cette crise-là d'avant du temps de Wade, c'est Wade lui-même qui s'était impliqué. Macky Sall était à l'époque son premier ministre, mais Wade s'était impliqué personnellement pour régler le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, Macky Sall peut le faire? Je crois que la clé de cette crise est entre les mains du président Macky Sall. Parce qu'à un certain moment, les deux positions ne peuvent plus s'arrimer sur la même longueur d'onde. L'impression que ça donne, je m'excuse Mademba, quand on regarde les négociations, enfin la rencontre présidée par le Premier ministre, on a l'impression que le ministre de l'Éducation nationale, lui, il est complètement dépassé. On passe à autre chose, maintenant à une étape supérieure. Donc c'est l'impasse. Maintenant, quand il y a l'impasse, il y a une autre intervention qui doit être mise en branle. C'est celle du président Macky Sall. C'est le chef de l'État, c'est le gardien de la Constitution, le gardien de la sécurité et celui qui gère ce pays. C'est lui qui est élu pour assurer l'éducation de nos enfants. Pour assurer, c'est sur cela qu'il est le bien indiqué et l'invité pour régler cette question. Et si on interroge l'histoire, on se rend compte que Diouf avait fait ça, Wade en même. Donc je crois que la clé, c'est lui-même. Et que l'éducation est le secteur qu'on ne doit pas négliger. Est-ce que Madame, vous ne pensez pas, comme l'ont fait les parents d'élèves guinéens, qu'aujourd'hui, c'est la société sénégalaise, au-delà des enseignants et des élèves, qui doit se lever et montrer au pouvoir de Macky Sall qu'on ne peut pas permettre que ça continue? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un effort à faire du côté des parents? Il y a des prémices qui sont là, parce que vous avez vu, les élèves sont en train de se révolter. Ils ont eu hier le chef de l'État avec des brassards rouges. Ils ont sorti des brassards rouges pour dire qu'on en a d'affadoy. D'affadoy, ça veut dire ça suffit. Ils l'ont exprimé au président Macky Sall lors de son passage à Tamba en direction de Médina Gounass. Donc ça veut dire que les gens sont révoltés. Et puis à la limite du supportable, l'individu se déchaîne. Donc on est en train de créer un mélange détonnant qui peut exploser à tout moment. Et ça on ne le dit pas très souvent, parce que là on est dans... On est en train de créer un mélange détonnant qui peut exploser à mot. Les conditions d'une bombe sociale sont toutes réunies. Il y a le front social qui bouillonne à 100 degrés. Partout, c'est le mécontentement populaire. Ce mécontentement, c'est d'autant plus vrai, Mademba, que le constat qu'on a fait cette semaine, c'est que les élèves, quand ils sortent pour manifester, les forces de l'ordre répondent très souvent par des grenades lacrymogènes. Et ça, comme vous le dites, ça peut péter à tout moment. Bon, il y a lieu aussi de regretter ces lacrymogènes qui atterrissent dans les écoles. Donc, c'est dangereux et à la fois aussi immoral. Par conséquent, il y a lieu de tempérer les ardeurs débordantes des œufs. Oui, allez-y. Continuer sur la lancée de Mademba. C'est-à-dire par rapport à ces jets de lacrymogènes, moi je voudrais juste dire une chose.
C'est-à-dire que tout ce qui touche au maintien de l'ordre est réglementé. Oui. C'est-à-dire les policiers ou des gendarmes ne peuvent pas se lever, faire face à une foule, jeter impunément comme ça des bombes lacrymogènes sans que rien ne leur arrive. C'est impossible. Il n'y a qu'au Sénégal que cela se passe. Oui. Parce qu'il y a des préalables pour le lancement d'une grenade lacrymogène. Il y a des préalables. Oui. Un policier, un agent de police judiciaire ne peut pas le faire sans l'autorisation d'un officier de police judiciaire. Il y a des préalables, il y a des avertissements que cet officier doit adresser. Quand ça se passe, même ce qui s'est passé lors de cette marche de l'opposition-là, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler, lors du sitting, des grenades lacrymogènes jetées dans une école, après la police nous parle de vent, nous parle de... il n'y a même pas d'enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ce que je dis, c'est inadmissible, Moustapha. C'est-à-dire, on ne peut pas regresser dans ce pays à ce point. On a une police, on a une gendarmerie, elles sont très bien formées. On ne peut pas dire qu'elles n'ont pas été bien formées. Maintenant, il faut relever la part du politique dans la gestion de cette police et de cette gendarmerie. Absolument. Parce que je dis bien, tout est réglementé dans le maintien de l'ordre. Ouais. Quand vous vous levez pour disperser une foule ou pour faire face à une foule, il est demandé à un officier de police judiciaire compétent de faire ce qu'on appelle les sommations d'usage. Mais moi, je remarque que depuis 10 ans, je pèse bien mes mots, rien de cela, rien de ces règles n'est respecté dans ce pays. C'est-à-dire les policiers se lèvent ou les gendarmes se lèvent, font face à une foule et ce qu'ils font en premier, c'est de jeter des grenades. Non, il y a des préalables. Quand ils jettent des grenades lacrymogènes, moi ce qui m'étonne très souvent, c'est la réaction des politiques, notamment ceux du pouvoir. La police se permet de gazer des députés de l'Assemblée nationale, d'anciens ministres de la République, un ancien président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, on applaudit comme si c'était normal dans une démocratie. Je dis c'est pas du tout normal et c'est illégal. Moi, je l'ai dit une fois, il y a eu une marche de l'opposition où on avait gazé les Abdoumbaye et consorts. Mais j'avais dit que l'opposition n'avait qu'à saisir le procureur de la République parce que les préalables qui avaient amené à gazifier ces opposants, ces préalables-là, ces sommations d'usage n'avaient pas été faites. Et là, on est en train d'aller dans une dérive policière. C'est-à-dire, on est en train d'aller vers ce qui s'était passé en 2011-2012 et qu'aujourd'hui, en gérant ce dossier, d'une manière politicienne, tous ceux qui devaient être poursuivis dans les dérives qu'il y avait eu d'avant l'élection, tous ceux qui devaient être poursuivis ne le sont plus parce que cette affaire est en train d'être gérée politiquement. Et quand ça concerne des élèves, Madame Ba, je me dis que c'est plus grave parce que là où les politiques peut-être peuvent avoir de la retenue, parce que c'est des adultes, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses, avec les élèves, quand ça déborde, on ne sait pas où est-ce que ça peut mener. Donc 15 élèves hier à Mbour ont été évacués à l'hôpital de suite de bavures policières. Donc c'est dire que la tension elle est là. Elle est là et elle est susceptible de générer vers des situations incontrôlées. Par conséquent, il appartient à tout un chacun de faire en sorte que ces dérives-là ne se répètent plus, surtout du côté des forces de l'ordre, afin que les Sénégalais, nous sommes dans une démocratie, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, et puis de manifester en respectant les règles. Il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Qu'on laisse. Alors, une toute dernière question, pas pour terminer sur ce sujet-là. Les démocraties sont même les démocraties, je dis bien les démocraties, et les vraies, sont allées même plus loin dans ce concept de maintien de l'ordre. Maintenant, ils appellent ça gestion des foules en démocratie. C'est-à-dire c'est pour éviter ce fourre-tout que le maintien de l'ordre permet. Maintenant, c'est un concept nouveau qui s'appelle gestion des foules en démocratie. Il y a beaucoup de fichiers sénégalais qui ont été faire ces formations-là, mais on ne les met jamais en pratique. C'est-à-dire... ils sont dans les bureaux. Voilà. Non, on ne les met pas en pratique. C'est-à-dire cette gestion du maintien de l'ordre est plus politique que policière ou technique. Alors, pour terminer sur cette question de l'école, Pape Sané, là, le constat, c'est que les enseignants eux-mêmes le disent, le ministre de l'Éducation nationale a montré ses limites, le Premier ministre a essayé de les ramener à la raison. Hier, il a prouvé qu'il ne pouvait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette école en quelques secondes? C'est très simple. Faire comme Alpha Condé, faire comme Abdoulaye Wade l'a fait, faire comme Abdou Diouf l'avait fait, c'est-à-dire que Macky Sall prenne ses responsabilités de président de la République, s'asseye avec les syndicats et leur tienne un langage de vérité. Parce qu'une chose encore, ces gouvernants ne sont pas plus patriotes
Du tout. Que les syndicats. Ils en ont donné la preuve en 2011 et en 2014 en sauvant ces années-là. Donc je crois qu'il revient maintenant au président de sortir un peu de sa bulle et de parler avec les Sénégalais. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, notamment à travers les ondes de la radio Walf FM, que c'est votre émission Actu en 7 et que nous recevons ce samedi Mademba Ramata Dia, directeur de publication du quotidien Direct Info, et Pape Sané, directeur de la rédaction de Dakar Times. Voilà ce qui nous amène à parler de ce drame qui a frappé le Sénégal, notamment son armée. C'est le crash de l'hélicoptère de l'armée, donc à Missirah. Ce samedi, la presse nous apprend que le bilan est passé de 8 morts à 9 morts. Mais ce qu'on va faire d'abord, c'est retourner sur les lieux du drame avec notre correspondant dans la région de Kaolack, Alassane Ba. Et puis nous allons revenir pour débattre de cette actualité. 48 heures après le crash de l'hélicoptère de l'armée sénégalaise à Missirah, les populations de Ndiombato sont toujours plongées dans la tristesse du drame jamais vu dans cette zone, mais ont toujours le courage et la force de revenir sur les faits et dire comment se sont-elles organisées pour secourir ceux qui étaient à bord de l'appareil. C'est à partir d'un signal d'un pêcheur donc, qui a vu en premier lieu l'appareil tomber et qui est parti vers les lieux. Et donc, de là, il a téléphoné des pêcheurs, ses collègues pêcheurs. Et ces derniers se sont débrouillés avec le pirogue, mettre le carburant pour aller se rendre donc, sur les lieux. L'hélico était coincé à 50 mètres des palutuviers. Et la population est obligée de couper les branches et se diriger vers les sinistrés. Et là, qu'ils ont fait pour mettre les sinistrés sur les planches, pour les faire sortir, les amener en pirogue. Et de là, on s'est débrouillé pour sauver ce qu'on peut sauver. L'atmosphère était endiablée ici au port de Missirah et les gens sortaient, ils partaient, ils s'embarquaient dans les pirogues de gauche à droite pour aller vers les sinistrés. Bon, dès qu'on était arrivé jusque là-bas, là je n'ai même pas le cœur à approcher les corps. C'était vraiment triste. Ces insulaires et habitants de cette zone ont tous magnifié les Missirois et ceux de Bentenki et l'effort fourni par tout un chacun pour sauver des vies avant l'arrivée des autorités. C'est juste de les féliciter. Féliciter sur le geste du drame qu'ils ont fait, avec la sécurisation qu'ils ont fait, tout le monde était sorti. Parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut partir dans la pirogue. Mais l'équipage était formé. Avant que les forces de l'ordre arrivent, la population a tout fait. Parce que Boudoulon, médecin après la mort les donne quoi. Ces populations d'Indiombato suggèrent aux autorités compétentes de doter de moyens et d'infrastructures à cette zone enclavée pour qu'elles puissent prendre leurs dispositions et intervenir plus rapidement possible en cas d'accident. Il faut doter également des îles ou des villages qui sont en bordure de la mer, des moyens adéquats qui peuvent le permettre de secourir à temps si de pareilles situations se produisent. En termes de pirogue, en termes de carburant, en termes même des camps, des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie pour avoir la plus sécurité quoi. C'est ici que l'hélicoptère de l'armée sénégalaise qui avait décollé de Ziguinchor pour rallier Dakar et qui avait à bord 20 personnes a fait son dernier atterrissage au milieu des eaux et des mangroves des îles du Saloum et a occasionné la mort de 8 personnes dont 7 sur le coup et une autre en cours d'évacuation. 12 blessés sont transférés à Dakar. Pour rappel, l'an passé, à cette même période, 22 femmes ont péri dans ces eaux à Betenti qui se trouve derrière cette floraison de mangroves à moins d'une heure de pirogue de Missirah Ndiombato, Alassane Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Alassane Ba, grand merci à vous. Un très très beau paysage, ces îles du Saloum. Alors, il rappelle le drame de Betenti, c'était en fin avril l'année dernière, pratiquement à la même période, avec pratiquement une vingtaine de femmes qui avaient perdu la vie. Aujourd'hui, c'est le crash de l'hélicoptère de l'armée. L'enquête, je le rappelle, est passée à, le bilan est passé à 9 morts, d'après la presse de ce samedi en tout cas. Une enquête est ouverte, c'est ce qu'a annoncé les autorités sénégalaises, Mademba Ramata. Mais peut-on espérer que la lumière soit faite sur ce crash? En tout cas, si on se fie à ce qui s'est passé ces dernières années par rapport aux accidents, on peut être dubitatif et perplexe à la fois.
parce qu'on va certainement nous ressasser la sempiternelle chanson, une enquête est ouverte. Ouais. Malheureusement, ces enquêtes-là, si elles sont ouvertes, ne produisent pas généralement des résultats, ce qui fait en sorte que les populations ne peuvent pas beaucoup espérer de ces enquêtes. Pourtant, les experts le rappellent, l'intérêt de ces enquêtes-là, ce n'est pas la sanction en tant que telle, mais de permettre d'éviter justement que ce qui s'est passé ne se reproduise. Mais malheureusement, l'histoire semble se répéter à chaque fois. On a eu le Diola, on a eu d'autres cas très douloureux, etc. On a eu la Sonacos, mais l'histoire semble... On ne retient pas les leçons de l'histoire. C'est ça le problème au Sénégal. Et ma foi, il y a lieu de se demander si nous ne sommes pas trompés quelque part dans nos approches. Il y a un problème. Ouais, il y a un sérieux problème. Moi, je l'aime. Madame, tu poses un sérieux problème. Quelque part, c'est ça ma préoccupation. Parce que je ne peux pas comprendre. Gouverner un État, c'est la gouvernance par la prévention. Et à chaque fois, tout nous surprend. C'est un pays où tout nous surprend. Tout surprend. Absolument. Donc cela pose problème. Je ne dis même pas que les populations sont surprises, mais les autorités elles-mêmes sont souvent très surprises de certains faits. Ça veut dire qu'il y a quelque part... Le management pose problème, la gestion des hommes, la gestion des ressources, etc. Donc il y a lieu de revoir... Une déclaration assez intéressante quand même, c'est celle du ministre des Forces armées, Pape Sané, qui a dit dans le journal Vox Populi de vendredi, je pense, que l'appareil, il parle des appareils de l'armée, sont en très bon état et toujours très bien entretenus. Finalement, moi, la question que je pose, c'est, alors, c'est quoi le problème? Puisque l'appareil est en bon état et bien entretenu. Vous savez, comme l'a dit tout à l'heure Mademba, commission d'enquête, il faudra attendre nos petits-fils pour savoir ce que ça donnera. Déjà, avant cette chute de l'aéroport, de l'hélicoptère, il y a eu le crash du Fokker, du seul Fokker que l'armée sénégalaise avait, qui avait à son bord 2 conseillers du président qui avaient crashé à Bamako, à Nioro, au Mali, il y a plus de 2 ans. On avait parlé d'une commission d'enquête. On n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est-à-dire c'est l'armée et c'est la nation sénégalaise qui ont perdu plusieurs milliards. Ça va être le même cas avec cet hélicoptère. Déjà, personne ne veut parler du certificat de navigabilité de cet aéronef. Personne ne veut parler de sa date de mise en circulation. Personne ne veut parler de ses caractéristiques. Bon, c'est vrai que les caractéristiques, on peut les trouver facilement sur Internet et tout, mais tout ce qui est lié à cet appareil est tenu secret. Oui. Pour s'assurer qu'il est en bon état, il faudrait qu'on donne ces informations. Il faut qu'il donne ces informations. Absolument. Parce que déjà, il y en a beaucoup nombreux sont ceux qui ont avancé que le certificat de navigabilité de cet appareil ne lui permettait pas de voler de nuit. De nuit, ouais. Moi, je me rappelle avoir pris ce même appareil il y a 3 ans, à peu près à la même période, pour rallier Ziguinchor. Mais effectivement, je me rappelle, à l'époque, le pilote nous avait mis la pression pour qu'à 17h, on décolle pour revenir sur Dakar. Ah oui. Donc, je confirme un peu ceux qui disent que son certificat de navigabilité ne lui permet pas de voler la nuit. Parce que là, le crash a eu lieu entre 20h et 21h, donc ça veut dire qu'il a quitté Ziguinchor alors que la nuit était déjà tombée. Ça, au moins, on peut être d'accord sur ça. Sur ça. Oui. Bon, autre chose, ce qui se passe dans ces aéronefs militaires, l'armée... Pape, dites-nous, avant d'arriver à ça, vous l'avez pris il y a 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Est-ce qu'à l'époque, il y avait une vingtaine de personnes dans l'appareil? On était, si je me rappelle très bien, avec le personnel de bord, oui, on était juste 18. 18. On était juste 18. D'accord. Voilà. Mais en fait, pour revenir à cette fameuse commission qui, c'est sûr, ne donnera rien, parce qu'en fait, on est habitué à notre armée, avec notre armée, à mettre toutes les informations dans un volet strictement fermé qui s'appelle sensible. C'est-à-dire pour eux, tout est sensible. Sensible, c'est un panier, une corbeille qu'on met sous ce qu'on veut. Oui, mais on peut comprendre maintenant, on peut comprendre que l'armée, qui est quand même une institution que tout le monde respecte, puisse avoir ces techniques de communication. Mais aussi, ils ne sont pas à l'écart d'une population. Parce que ces victimes
Moi, j'ai des parents qui font partie de ce crash. J'ai des proches, des gens que je connais bien qui sont victimes de ce crash. Mais je suis moi en droit d'être édifié sur les raisons de ce crash. Absolument. Mais jamais comme c'est ce qui s'était passé avec le Joola, personne ne saura rien, tout sera verrouillé, on ne dira jamais la vérité. On aura des bribes d'informations. Et le plus grave, quand on cherchera, nous, dans notre profession, à essayer d'aller un peu au-delà de ce qu'ils ont dit, c'est vite fait qu'on vous compare à, je ne sais pas, à un délinquant ou à quelqu'un qui viole des secrets militaires. Oui, mais le crash d'un hélicoptère, que je sache, n'est pas un secret militaire. Ils peuvent lever quand même, toutes les équivoques qui sont en train de nous... répondre à nos questions. Répondre aux questions, dire que le certificat de navigabilité, il est là, date de tel temps, l'avion, l'hélicoptère date de telle année, sa capacité, il y avait tant... Je dis, même le manifeste passager, ils refusent de le donner. C'est eux qui nous disent qu'il y a le manifeste qui permet de savoir combien de personnes il y avait dans l'appareil. Ils refusent même le manifeste de le donner. Alors, je pose cette question-là à Pape sur le nombre de passagers qui étaient avec lui dans l'avion il y a 3 ans, parce que justement, on ne le dit pas, on ne l'explique pas, mais la question est agitée un peu partout, c'est est-ce qu'il n'y avait pas surcharge dans cet appareil? On ne va pas présager de ce que l'enquête va donner, mais est-ce que ce n'est pas une question légitime? En tout cas, beaucoup de personnes se posent cette question, et certains même sont allés même jusqu'à dire qu'il y aurait surcharge, mais tout cela, ça reste à être prouvé. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a dysfonctionnement quelque part. Quoi qu'on puisse dire, il y a des dysfonctionnements qui ont produit cette catastrophe. Par conséquent, il y a lieu de chercher à trouver les raisons fondamentales qui ont amené ce drame. Et on nous tympanise souvent du concept armée-nation. L'armée est là pour la nation et la nation est là pour l'armée. On dit même que l'appareil est allé faire du social. Et certains se demandent est-ce que cet appareil de l'armée a le droit d'aller faire du social. Donc tout ceci, c'est des questions qui restent sans réponse pour le moment. Peut-être avec la communication de l'armée, on y verra plus clair. Mais dans tous les cas, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, justement, parce que les piroguiers de Missira le disent, quand il y a eu le crash, moi-même, j'ai eu à parler avec des gens qui étaient sur le terrain juste après le crash, mais la difficulté qu'ils avaient, eux, c'est ils avaient dit que les personnes avec qui j'ai parlé vous disent qu'on a contacté la gendarmerie de Sokone, le préfet est au courant, mais les secours ne sont pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps assez important entre le crash et le mois où les secours sont arrivés sur le lieu, ce qui propose le débat de justement doter les moyens à ces services de secours pour qu'ils puissent être sur les lieux de tel drame à un moment opportun. Oui, ce sont des interpellations tout à fait légitimes. Parce qu'en fait, Moussa, quand vous sortez des principales zones urbaines du pays, vous pouvez même considérer que le reste du Sénégal est considéré comme, je ne sais pas, comme un non-marchandise. C'est-à-dire que ces gens n'ont pratiquement droit à rien. Comment est-ce qu'on est de ça? Quand on sait que toutes les personnes qui sont élues et qui sont à l'intérieur du pays, qu'il s'agisse de ministres de la République, non mais donc de maires, d'élus locaux, ils quittent tous cette zone-là pour venir à Dakar. Tous les maires des grandes à Dakar. Comment s'étonner alors qu'on ait ce genre de problème? Mais c'est juste cette récurrence-là m'amène à donner un exemple qui prouve que ces zones de l'intérieur sont oubliées. C'est-à-dire, il nous arrive même, je dis, il arrive même qu'il y ait des entités, c'est-à-dire des villages sénégalais qui sont récupérés, soit par la Gambie, soit par la Guinée-Bissau, parce qu'il n'existe aucune autorité sénégalaise sur place. Pape, j'ai suivi récemment un reportage d'Alassane Ba, le correspondant de Walfadjri à Kaolack, qui allait dans un village de ce genre, et les villageois eux-mêmes disent qu'ils considèrent, eux, que leur président, c'est le Gambien, comment il s'appelle? Adama Barrow. Mais justement, vous allez au village sénégalais. Non, vous allez à Touba Tranquille. Touba Tranquille. Touba Tranquille, qui est un village sénégalais. Occupé par des talibés mourides. Vous allez dans ce village, il y a quelques années de cela, ce village était passé sous giron gambien. On avait créé une commission pour la délimitation physique de la frontière. Cette commission n'a eu le temps que de travailler pendant quelques semaines. Après, il y a eu la chute du régime de Djamé.
Mais aujourd'hui, Touba Tranquille est rentré dans le giron du Sénégal. Mais vous allez au-delà. Il y a plus de 5 villages que j'ai listés, moi, des villages sénégalais, que les Gambiens, et pas n'importe quel Gambien, des officiels Gambiens. Je suis sur un plateau de télévision, des officiels Gambiens, je dis bien des officiels Gambiens, dont les noms nous ont été donnés, occupent la quintessence, la totalité de ces villages à travers des vergers. C'est un territoire sénégalais. C'est un territoire sénégalais. Vous voyez un peu. Donc c'est ce déficit d'autorité. Parce que ces gens n'ont aucune infrastructure. Vous ne verrez jamais le drapeau sénégalais. Vous ne verrez jamais le drapeau sénégalais. Vous allez, comme je vous le dis, à Touba Tranquille. Ils sont obligés maintenant, les Baïfal qui sont là-bas, peut-être ils m'écoutent, ils se sont débrouillés pour mettre plus de 50 drapeaux sénégalais sur pratiquement chaque maison pour montrer qu'ils sont sénégalais. Vous voyez, donc, ce déficit d'autorité, ce déficit d'infrastructure fait que l'intérieur de ce pays est laissé à lui-même. Ouais, ça pose problème. Il y a beaucoup de villages frontaliers de la Gambie qui consomment gambien, qui même leurs enfants vont à l'école en Gambie. Donc cela pose problème. Mais ces gens-là, d'ici quelques années, ils ne se sentiront plus sénégalais. Ça c'est sûr. Quand vous avez un enfant qui est né en territoire sénégalais et qui a fait toutes ses études en Gambie, il se sent gambien. Alors, d'autres Sénégalais qui se sentent également oubliés, c'est les Sénégalais de l'extérieur. On a dit très souvent que cette diaspora-là, c'est plusieurs centaines de milliards de francs CFA par an. On a même créé je crois, 15e région du Sénégal qui serait la diaspora. Ils ont des députés, mais on a l'impression que c'est justement en ce moment-là où on en a fait une région, on en a fait, ils ont des députés qu'il y a plus de problèmes. L'exemple, c'est ce qui s'est passé récemment en Espagne. Mais la question que je me pose, madame, c'est que peut faire justement un État comme celui du Sénégal face à de tels drames? Bon, un État a une représentation. Maintenant, l'ambassadeur qui est là-bas doit gérer les problèmes de ces... On dit que le consul a failli être lynché par les Sénégalais. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ils ne jouent pas le rôle qui leur est dévolu. Les Sénégalais qui sont dans la diaspora ont des problèmes très souvent pour avoir des passeports, pour avoir des pièces d'identité, pour même avoir accès à leur ambassadeur, cela pose problème. Donc, très souvent, ils sont révoltés et cela conduit à des situations du genre comme celles qu'on a connues récemment. C'est les images que nous sommes en train de voir. D'ailleurs, c'est ce Sénégalais-là, agressé par la police espagnole et qui est mort sur le coup. On ne doit pas laisser ces Sénégalais souffrir par l'humeur de certains policiers qui sont des Européens, etc. Donc, s'ils ne se sentent pas protégés, c'est dangereux pour eux. Pape Sané, on a vu des États africains poser des actes contre des États européens. On a vu ce que Paul Kagame a fait contre la France, par exemple, la Belgique également. Mais dans ce cas précis du Sénégal, on a entendu que les autorités sénégalaises ont convoqué l'ambassadeur espagnol à Dakar pour consultation. Mais est-ce que ce n'est pas de la cosmétique destinée plutôt à la consommation de l'opinion nationale, plutôt que de prendre au sérieux cette question-là? Oui, moi j'aurais applaudi des deux mains si le ministre des Affaires étrangères s'était déplacé en Espagne pour au moins non faire seulement entendre la voix, voilà, apporter la solidarité de l'État du Sénégal à nos compatriotes et aussi tenir un langage de vérité aux autorités espagnoles. Mais vous voyez, comme vous dites un peu, tout ça, c'est de la cosmétique. Par exemple, vous voyez un peu l'essence même des représentations diplomatiques et consulaires. C'est justement la représentation de l'État et la protection des citoyens. Mais malheureusement, je dis malheureusement, on fait face maintenant à un nouveau type de diplomates et de consuls qui n'honorent pas du tout le Sénégal. Ils sont plus emprunts. Vous allez au consulat de Paris, du consulat du Sénégal à Paris ou au consulat du Sénégal à Madrid. Les consuls, c'est des membres à part entière du parti au pouvoir. Ils sont plus enclins à défendre le parti que défendre les autorités, que défendre les citoyens sénégalais. C'est un sérieux problème. Non, ce que je vous dis, c'est tout à fait réel. Nous qui avons, comme la majorité des Sénégalais, des parents en Europe, ce qu'ils disent très souvent, en Italie par exemple, ils ont des consuls, un ambassadeur, où tu peux faire par exemple plusieurs centaines de kilomètres pour chercher une pièce, comme le rappelait tout à l'heure Mademba. Vous venez, ils n'ont absolument aucun respect pour vous. Mais absolument aucun. Moi, il y a mon fils qui est arrivé avant-hier pour sa carte d'identité et sa passeport.
il vit en Italie depuis presque 7 ans. Son passeport est périmé. Il n'a pas pu le faire. Là, il est venu depuis avant-hier pour faire. Et quand il m'explique un peu ce qui se passe au consulat, mais vous vous dites non, c'est pas possible. Il me dit que non, pas. J'ai fait face à une consul qui ne savait même pas écrire mon nom. Je dis non, tu chahutes. Il me dit non. Il me dit non. Elle ne savait même pas écrire moi mon nom. Quand je lui ai appelé mon nom, elle ne savait pas comment écrire mon nom. Vous allez en Espagne, c'est la même chose. Vous allez à Paris, c'est pire encore. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas un militant du parti au pouvoir, vous n'avez pas d'égard dans ces locaux-là. Vous n'avez pas d'égard. Il faut aussi qu'on sache que ces représentations sont payées par les impôts des Sénégalais. Absolument. Elles ne sont pas payées par les impôts des militants de l'APR. Il faut qu'on respecte quand même les Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas être un ambassadeur ou un consul dans un pays et ne pas vouloir venir en aide ou même recevoir ses compatriotes. Ça, c'est pas si les Sénégalais se sentent si abandonnés à l'étranger, c'est parce que peut-être le chef de l'État, qui est quand même le responsable de tout ça, n'est pas au courant de ce que Pape Sané est en train de dire, ou bien c'est parce qu'il le sait, mais il fait un peu du... En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le chef de l'État est le Sénégalais le plus renseigné. Il sait que ses compatriotes souffrent. Il le sait. Maintenant, le problème majeur, c'est que la diplomatie maintenant est dévoyée. Ceux qui sont censés être à ces postes ne le sont pas. En tout cas, les vrais diplomates. On a vu même récemment la grogne des diplomates qui ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils ne sont pas pris. Il y a des postes qui sont gérés par des politiques qui n'ont aucune compétence, aucune expertise pour être là-bas, mais ils doivent leur posture à la loyauté à un parti ou bien à un chef de parti. Donc, cela pose problème. Bon, parfois même on entend, je ne sais pas si ça reste à l'étape de rumeur, on entend par exemple que tel consul est proche de tel responsable de l'APR, je ne veux pas citer de nom, donc il ne bouge pas. Donc tout cela, ça se dit et ça se confirme des fois. Par conséquent, nous pouvons dire simplement que la diplomatie est une chose très sérieuse. Très sérieuse. On ne doit pas je peux confirmer juste ça, excusez-moi. Quand il y a eu l'élection des députés de la diaspora, Demba Sow, qui est de l'APR, de l'ADS APR France, qui a été élu député, qui était vice-consul, mais son remplaçant, c'était de facto son adjoint dans l'APR qui est venu reprendre son fauteuil au niveau du consul du Sénégal en France. Comme ça. Lors des dernières législatives, l'argent qui était destiné à l'APR a été distribué au niveau des ambassades du Sénégal à Paris et au niveau de l'ambassade du Sénégal en Espagne. Donc l'ambassade est devenue la permanence de l'APR. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Parce que quand un concitoyen qui vit en Espagne ou qui vit à Paris, qui n'est pas membre de ce parti ou qui n'est pas membre de cette mouvance présidentielle, ne peut pas avoir accès au service de l'ambassade. Alors que les autres, non seulement y ont accès, vous verrez avec les cartes d'identité, ils y ont accès, mais ils peuvent même y tenir des meetings. Au nom de quoi? Ça pose problème. Voilà qui produit donc ce genre de situation que les Sénégalais de Madrid sont en train de vivre depuis 48 heures. Il nous reste très peu de temps, je vous l'avais promis. Parlons politique un peu pour terminer avec la présidentielle de 2019 qui se profile à l'horizon. Il y a des candidats que l'on sait qui font déjà le tour du pays. Pape Sané, vous m'aviez dit ici, il y a quelques semaines, qu'il fallait faire attention avec Idrissa Seck. Aujourd'hui, on a comme l'impression que l'histoire est en train de vous donner raison quand même. Oui, mais en fait, moi, j'étais justement parti d'une simple analyse que Idrissa Seck, ayant été à un certain moment le mentor de l'actuel président de la République, avait plus de chances de lui faire face parce qu'il s'agissait d'un conflit entre ces deux personnes. C'est-à-dire, il pouvait faire pression, il pouvait faire main basse sur toute l'opposition, sauf sur Idrissa Seck. On avait éventré ici, à travers une de nos unes, le deal qu'il y avait entre Idi et le pouvoir. Voilà, et Macky Sall. On l'avait éventré. Et c'était réel. C'était tout à fait réel. Donc, vous voyez, ce deal a éclaté parce que quelque part, Idi s'est rendu compte au bout de quelques mois que en face, les gens n'avaient pas du tout l'intention de respecter leurs paroles. Aujourd'hui,
il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire obligé. Installer cette dualité. Non, Macky Sall a fait de lui son principal alter ego. Et il a réussi. Il a réussi parce que justement, du côté de la paire, il n'y avait pas quelqu'un qui avait la capacité de tenir face au discours de Idrissa Seck. D'éviter à Macky Sall de faire face à Idrissa Seck. Justement, il n'y en avait pas. Tu vois, tous les gens se sont mis de côté. On préfère sortir des injures, des dossiers qui dataient de 2007 et tout. Non, nous, ce que nous voulons au Sénégal, c'est qu'on nous pose des débats constructifs, qu'on nous dise, voilà, ce que Idrissa Seck a dit par rapport au pétrole ou au gaz, c'est réel ou c'est pas réel, voilà. Ce que Idrissa Seck a dit par rapport... Non, mais qu'on ne nous dise pas qu'Idrissa Seck est un voleur ou... non, non, ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons un débat constructif. Voilà. Et Idrissa Seck a réussi aujourd'hui à poser ce débat. Maintenant, il revient à la paire aujourd'hui de répondre efficacement. D'accord. Alors, si Idrissa Seck s'est imposé comme le principal opposant de Macky Sall, ça, je crois qu'il faudrait le reconnaître, c'est parce que ceux qu'on présentait comme ses principaux challengers ne sont pas aujourd'hui sûrs d'être à la présidentielle. Il y a Khalifa Ababacar Sall, le maire de Dakar, mais également il y a Karim Wade. Le cas Karim, il y a eu la presse en a longuement parlé, le tribunal de Paris, la cour d'appel de Paris qui a donné une décision le concernant. Le PDS avait dit qu'à partir du 14, il a posé des actes. On a l'impression que pour eux, le 4 mars, c'était le mois où tout devait être clair et que pour eux, aujourd'hui, Karim Wade sera candidat. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'il le sera et qu'il sera là? Bon, ce qui est sûr, c'est que Karim Wade est en train de purger sa peine. Ouais. Ça, quand je le dis, les gens me prennent pour Lucifer, pour le démon. Il a quitté les mains, il vit ce que j'appelle un transfèrement de détenus. Oui. Il a quitté les mains de la justice sénégalaise pour atterrir dans celle qatari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il continue de purger sa peine ailleurs, mais dans des conditions dorées. Donc c'est vous dire que Karim Wade n'est pas encore sorti de l'auberge. Et au-delà de ça, il y a des clauses secrètes dans sa libération. Il lui est interdit de se rendre au pays de sa mère, la France. Il lui est interdit de se rendre au pays de son père, le Sénégal. Il lui est aussi interdit de parler publiquement. Karim avait des raisons de parler. Pourquoi il ne l'a pas fait? Karim avait des raisons de donner des interviews. Pourquoi il ne l'a pas fait? Très facile de le faire. Karim avait des raisons de parler. Il y a le référendum. Il y a tant d'événements politiques qui sont là. Pourquoi il est mis sur ces questions? Ça veut dire que l'homme est ligoté. Maintenant, pour le PDS, il y a lieu de remobiliser le troupe. On fait de la candidature de Karim Wade, mais en réalité... Un prétexte pour remobiliser, mais en réalité, c'est une candidature virtuelle. Bon, quand tu le dis, les gens t'insultent, etc. Moi, mais j'assume mes propos. C'est une candidature virtuelle. Et Macky Sall ne peut pas permettre à Idrissa Seck Karim Wade d'être là. Il a mené depuis 2014 ce que j'ai toujours conceptualisé au niveau de la GONAP, la grande offensive de neutralisation des adversaires potentiels. Mais les adversaires le plus sérieux, Karim Wade en fait partie. On l'a liquidé. Khalifa Sall en faisait partie, il est en voie de liquidation. Qu'est-ce qui reste? Idrissa Seck, c'est un schéma que le pouvoir n'avait pas prévu. Ils ont toujours snobé Idrissa Seck. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu ce schéma-là. Idrissa Seck comme un candidat qui n'est pas dans le cœur des Sénégalais, comme quelqu'un qui a été brisé par Wade, mais la politique a sa dynamique propre. Elle a ses principes, elle résiste aux principes les plus sacrés et aux serments les plus pointus. Par conséquent, Idrissa Seck s'est imposé par la force des choses. Et il a réussi à installer ce que je pourrais appeler la bipolarité. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Le PDS est conscient qu'il est en train de perdre du terrain et ils sont en train de se rebeller. Maintenant, par rapport à Macky Sall est clair dans ses convictions, est clair dans sa démarche, il va là où il pense que c'est là. Et puis, c'est un scientifique, il procède par élimination. D'accord. Le temps est complètement épuisé, mais très rapidement sur le cas Karim Wade, Madame lui, il est très clair, il est catégorique, c'est du TOC, c'est une candidature virtuelle, il ne sera pas sur la ligne de départ. Non, absolument, absolument. C'est-à-dire maintenant, comme il l'a dit, le PDS est obligé d'entretenir l'espoir vis-à-vis de ces militants. Mais une candidature, je ne parle même pas de candidature, mais une présence de Karim Wade au Sénégal d'ici 2019 est écartée. Absolument. Maintenant qu'on mobilise le PDS
pour que demain, ils puissent être parmi ceux qui feront les rois, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Grand merci à vous, Pape Sané. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien Dakar Times et que vous étiez avec Madame Baramata Dia, directeur de publication de Direct Info, les invités de ce numéro d'Actu en 7. Ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir, cher monsieur. C'est également avec le même plaisir que je voulais présenter, mesdames et messieurs. Grand merci à Modou Diouf qui a assuré la partie technique de cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination et puis bien à vous.